Et alors, c'est drôle parce que ce matin, je suis rentrée dans la salle de bain et j'ai vu une araignée. J'ai fait « Ah !» J'ai poussé un cri comme ça. Donc, l'émotion, c'était la peur ou la surprise, voilà. Et ma fille me dit « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, je dis « Mais j'ai vu une araignée. » Et du coup, elle me dit « J'ose plus rentrer dans la salle de bain. » Je dis « Mais non, mais elle est partie, je l'ai enlevée. » Je vais pas dire comment, mais je l'ai enlevée. Voilà, contagion. Et elle me dit « Mais non, mais maintenant que je t'ai entendu crier, j'ai peur. » Et ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, j'ai dit « Mais tu ne dois plus avoir peur parce que l'araignée est plus là. » Elle m'a dit « C'est trop tard, tu m'as contaminée émotionnellement. » Ah bah voilà. Je n'arrive pas à savoir si c'est parce qu'elle a vu le titre du livre ou si elle est vraiment brillante. Ou les deux. Ou les deux. Ou les deux. Donc, elle a dû voir le livre passer. Donc, c'est ça la contagion émotionnelle, Christophe Hague. Et en plus, quand un référent parent pour un enfant, un cri ou quelque chose, c'est vraiment un signal d'alerte pour l'enfant. Donc derrière, il va rentrer en imitation. C'est très dur de lui décrotter après cette image, ce ressenti en fait de la tête. Ouais. Donc voilà, c'est tout naturel ce phénomène. C'est grosso modo ce qu'elle m'a expliqué, que c'était compliqué pour elle maintenant de revenir à l'état de sérénité dans lequel elle était au réveil. Donc peut-être que ce soir ça se sera calmé, mais dans l'instant en plus c'est une émotion très intense qui réquisitionne plein de choses dans votre cerveau. Ouais. Et dans vos muscles et dans votre physiologie, faut le temps que ça se refroidisse, c'est pas tout de suite. D'accord, voilà. Maintenant, au moins, on le sait, vous le saurez. Donc, Christophe Hague, vous êtes professeur à l'EM Lyon Business School, chercheur en psychologie sociale, chroniqueur pour la Harvard Business Review. Ça, j'avais jamais fait attention. Je ferai attention. Donc, en France et sur le magazine de la santé sur France 5. Et donc, vous publiez c'est un essai ? Je sais pas comment le classifier, mais on dirait de la recherche, moi. Moi, je suis un raconteur d'histoires, donc je raconte des histoires réelles. Oui. Et d'ailleurs, c'est pas moi souvent qui les raconte, c'est les grands témoins, les personnes qui ont vraiment vécu ça. Oui. Et derrière, j'essaye de débriefer tout ça. L'idée, elle est toute simple, c'est d'aller dans des situations extrêmes pour comprendre finalement notre quotidien, la normalité. Moi, je pense qu'on apprend beaucoup plus en discutant avec quelqu'un qui a le profil Frankenstein sur le genre humain qu'avec quelqu'un totalement psychiquement stable, etc. Donc moi, j'étudie la nuit pour comprendre le jour. D'accord. Donc c'est un peu ça, c'est des histoires racontées, il y a du récréatif et derrière de l'éducatif, j'espère aussi du nutritif, pour qu'on puisse sortir avec des outils aussi pragmatiques, à mettre en place pour se décontaminer, etc. Donc la contagion émotionnelle, qui peut être positive comme négative, c'est ce qui est expliqué c'est un recueil, ce sont des entretiens, il y a de la recherche aussi. Mais ce qui m'a intéressé fortement dans ce sujet, je fais partie, comme plein de gens, des hypersensibles, qu'on veut nous mettre une case. Enfin, je sais pas, on n'est pas que hypersensible, on est sensible, on a un certain nombre de caractéristiques, dont l'hypersensibilité. Et donc, longtemps, ça a été compliqué pour plein de gens de se reconnaître et d'être accepté en tant que tel dans une société qui semble vouloir éteindre un peu ça. Et d'ailleurs, vous commencez par ça. Donc, votre objectif, c'est de nous réconcilier avec notre émotivité pour en faire son allié ? Moi, j'ai envie de vous dire que vous avez en fait en vous un pouvoir extraordinaire. L'hypersensible, il est capable de capter tout un tas d'émotions qui sont autant d'informations en fait sur ce qui se passe dans votre environnement et qui peut avoir un vrai impact sur votre niveau de bien-être. Donc quand vous avez ce pouvoir-là, il est extraordinaire. Après, faut jamais oublier qu'on est une éponge et que cette éponge, faut être capable de l'essorer aussi. C'est-à-dire que c'est bien de s'imbiber, mais à un moment, comme une éponge classique, celle que vous utilisez pour laver votre évier, elle arrive à un pouvoir de saturation qui est maximum. Et si vous atteignez cette chose-là et que vous n'êtes pas capable d'essorer, derrière, il y a tout un tas de choses pas très folichonnes qui se produisent. Donc ça peut être des troubles psychosomatiques, troubles du sommeil, troubles alimentaires, hypertension, etc. Donc faut être capable de s'imbiber et en même temps de s'essorer. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle en fait. C'est ça. Et alors, vous expliquez que donc le manager de demain, et même en entreprise, il doit avoir une meilleure capacité, intelligence, en tout cas émotionnelle. Pourtant, c'est quoi ? En quel pourcentage de cas, pour le moment, ça l'est ? Alors, les surdoués sur cette intelligence, c'est moins d'1% de la population. Donc, il y a encore beaucoup de boulot à faire, population de managers. Mais moi, je milite vraiment pour qu'on réintroduise ces personnes qui peut-être à une autre époque étaient dans l'entreprise, aujourd'hui c'est un peu plus cadré, plus standardisé, il y a le diplôme, il y a le règne du CV. Donc ces personnes-là, des fois, c'est pas si facile que ça d'atteindre en fait certains postes hiérarchiques. Donc moi je suis pour qu'on réinjecte beaucoup plus d'individus émotionnellement intelligents, notamment à des postes à responsabilité, parce que c'est là en fait que ces personnes vont rayonner, qu'elles peuvent rayonner. Et en plus, on remarque que les managers émotionnellement intelligents sont aussi les moins toxiques. On vient de le montrer dans une étude qui n'est pas encore publiée avec des collègues à EM Lyon.
et en montre que ces personnes-là sont pas machiavéliques. Donc autant ne pas faire rentrer le loup dans la bergerie. Et pour ceux qui sont déjà dans la bergerie, leur faire un peu de développement perso, si elles sont d'accord, pour justement diminuer leur toxicité émotionnelle. Moi, je parle même d'enflure toxique. Ces personnes-là... C'est un concept, ça. C'est un concept, parce que dans enflure, il y a enflé. Oui. Donc il y a vraiment cette idée de contaminer, en fait, à large échelle, ces équipes, puis peut-être une business unit, peut-être toute l'entreprise, etc. Donc ces personnes-là, le problème, c'est qu'elles pullulent dans les entreprises comme les lapins dans la verte prairie écossaise. Et on veut surtout pas les embêter parce qu'elles disposent de ressources tellement extraordinaires qu'elles peuvent vous pourrir très vite la vie si vous attaquez à elles. Donc on leur fiche la paix. Et le problème, c'est qu'après, en leur laissant leur zone d'emprise émotionnelle sur autrui, ces personnes-là se sentent en confiance, vont se mettre à recruter des gens aussi comme elles. Et là, on se retrouve par mimétisme avec une entreprise totalement gangrénée par ça. C'est terrible. Et alors, je voudrais qu'on revienne sur une autre notion plus humaine. Je trouvais ça très intéressant sur la contagion émotionnelle en famille. On en a parlé au début de cet entretien. Et donc, le pouvoir, en fait, de l'affectif sur les séquences ADN. Je trouvais ça passionnant. Donc, par exemple, d'une mère à son enfant, d'un enfant avec un autre enfant dans sa structure familiale, voire jusqu'au nouveau-né qui du coup changent ou peuvent changer en tout cas un destin. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors vous avez les mamans qui sont en train de vivre une grossesse et qu'elles sont elles sont stressées, il y a un stress un peu chronique qui s'installe. Tout ça a un effet réel sur le petit locataire intra-utérin parce que vous avez tout simplement une enzyme qui est censée normalement convertir l'hormone de stress de la maman en quelque chose d'inerte, qui fait absolument pas son job quand la maman stresse ou flippe trop. Donc là, vous avez les barrières placentaires, cette espèce de barrière de protection pour protéger ce petit truc qui deviennent poreuses. Et derrière, vous avez une imbibation qui fait que l'enfant naîtra plus stressé que la moyenne. Et ça se passe même avant conception. Oui, c'est ça. Parce que ça on l'a appris effectivement que la vie in utero était déterminante. Mais là où c'est surprenant, c'est que ça commence avant, voir que ça peut modifier les séquences ADN. Ouais, donc il y a on le remarque. Donc lorsque vous avez par exemple eu des traumas dans votre vie, dans votre adolescence, derrière que vous avez eu un stress chronique. Donc avant conception, et derrière tout ça a une incidence en fait à nouveau sur l'enfant. Donc vous transmettez, c'est un espèce de legs émotionnel, un leg un petit peu pourri quand même. On parle d'un cadeau. Voilà, mais ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire quelqu'un de très zen, qui a une vie plutôt équilibrée, etc., va aussi retransmettre ça. Donc ouais, c'est pas évident de gérer tout ça. Et d'ailleurs vous avez des expériences comme ça qui ont été menées sur des rats où on les a un peu stressés pendant leur adolescence en changeant leur parcours dans un labyrinthe, en leur délivrant, c'est pas sympa, mais bon, des petits chocs électriques, etc. J'ai eu de la peine pour ces rats, vous devez le savoir. Je suis plutôt dans la protection animale, mais voilà, je rends compte quand même de ces résultats qui existent. Et derrière, ces rats ont eu une surexpression d'un gène qui est directement impliqué finalement dans la régulation de votre stress. On retrouve cette surexpression du gène, chez leurs ratons. Et on remarque en fait que cette transmission-là, elle peut se faire sur 2 ou 3 générations. Donc on a une vraie responsabilité en tant que parents dans la gestion de l'émotionnalité de nos gamins aussi. Waouh. Je voulais aussi revenir sur cet exemple que je trouvais qu'on a tous vu, c'est le genre d'images qui nous font tous craquer sur les réseaux sociaux, mais ce sont ces 2 jumelles nouvelles-nées dont une souffrait beaucoup et on les avait séparées. Et moi ça me parle beaucoup parce que on est nombreuses aussi à se poser la question est-ce qu'on doit vraiment séparer les parents de l'enfant aussi vite? Et pendant des années, c'est ce qu'on a fait. Et là, en fait, même séparer les bébés, ce n'est pas bon puisque c'est seulement quand les 2 petites ont été ensemble dans la même couveuse que la petite a commencé à aller mieux. Oui, alors elle s'appelle Kiri et Brielle. Oui. Donc ça se passe dans les années 90 et effectivement, vous en avez une qui va naître et que tous les voyants sont au vert, taux d'oxygénation parfait, le poids très bien, ok. Donc elles naissent prématurées et vous avez l'autre qui a un diagnostic vital qui est engagé, donc avec un poids très trop faible, taux d'oxygénation pas bon, la qualité du sang pas top, etc. Et donc contre l'avis analytique, contre le cahier des charges de l'époque, vous avez une des infirmières qui décide de les mettre dans la même couveuse et là vous avez l'aîné qui était en forme, qui va enlacer en fait, c'est le premier
hug poétique en fait, presque médical qui s'opère. Et on remarque que très rapidement en fait, le rythme cardiaque de celle qui allait pas bien se remet à être normal, elle remange, etc., etc. Et aujourd'hui, j'allais dire, ces jumelles gambadent dans la verte prairie, elles sont en bonne santé. Quand on parle d'émotion, on parle de corps. La contagion émotionnelle, c'est quelque chose qui se passe, qui se produit de corps à corps. Donc, lorsqu'on est dans une démarche bénéfique comme ce hug que je vous citais, oui, on peut avoir un effet bénéfique sur l'autre. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on en prenne un peu plus conscience dans notre société. Oui, justement, il y a une expérience qui a été conduite sur les couples que je trouvais passionnante. Donc, sur l'importance de la connexion, parce que parfois on me dit on est connecté, et il y a des tas de gens qui nous prennent pour des hurluberlus. Bref, des allumés, quoi. Voilà, des gens allumés. Et donc, les couples, en fait, finissent par avoir une sorte d'énergie, de contagion émotionnelle aussi, parce qu'ils sont liés. Mais donc, si on met deux amoureux dans la même pièce, ils finissent par synchroniser leur rythme respiratoire sans se parler, sans se toucher. Ouais, c'est l'objet d'une expérience. Donc, c'est vraiment comme si des couloirs émotionnels, en fait, s'ouvraient et reliaient, d'une certaine manière, leur cerveau limbique. Et l'expérience, elle était assez rigolote parce que donc on met des personnes les unes en face des autres, donc un couple, on oblige les personnes à se regarder dans le blanc des yeux, on contrôle qu'elles fassent pas trop de blagounettes, et on observe très rapidement à l'aide de capteurs qu'on a placés sur le thorax, etc., que les rythmes respiratoires et les rythmes cardiaques se synchronisent. Faites le test chez vous pour vérifier la viabilité de votre couple et savoir si vous êtes réellement amoureux et connecté d'un amour authentique. À un moment, s'il n'y a pas cette synchronicité-là, il faut se poser des questions. Et donc, justement, l'expérience, elle a été menée sur des autres couples, et eux, pas des couples, justement, ça ne marchait pas, il n'y avait rien. Je voulais aussi qu'ils reviennent, on pourrait passer 1 heure à en discuter, parce que j'ai corné un peu partout le livre, mais d'ailleurs, il y a un test que je vous conseille de faire. Moi, évidemment, j'ai eu le maximum des points pour savoir si vous êtes susceptible d'être contaminé émotionnellement ou pas. Ça veut dire qu'après, il faut lire... le profil Bob l'éponge. Ouais. Ah, c'est ça. Mais je pense que c'est une vraie qualité, ça. Oui, c'est sûr, c'est un cadeau dans la vie. Mais mais on apprend. L'éponge, faut Alors, l'essorer. C'est pour ça que c'est intéressant de lire et après de travailler sur soi, parce qu'on apprend à essorer, à travailler et à prendre que le meilleur de ça. Et justement, vous avez une des pistes qui est évoquée, c'est la méditation. Alors, de nouveau, c'est un truc qui a été présenté comme des trucs du luberlu. Le mot du jour. Le mot du jour. Et finalement, ça a des véritables vertus scientifiques. Alors ça, même moi, je le savais pas. Il y a tout un tas d'observations qui se font sous IRM, fonctionnelles, etc. Et on constate que chez des méditants réguliers, alors attention, parce que méditation, ça peut faire peur. On se dit tiens, c'est hyper chiadé, complexe, ésotérique, etc. Non, la méditation, quelquefois, c'est juste une balade en forêt. C'est entrer en résonance avec les petits bruits des oiseaux, les feuilles qui oscillent, etc. C'est avec ce qui est. C'est se laisser bercer, en fait. Se laisser bercer par son environnement, et derrière, il y a des choses qui se filtrent, qui se décantent comme ça. Et donc, effectivement, on a remarqué que chez les personnes qui pratiquaient ça régulièrement, il y avait un rétrécissement de l'amygdale limbique, c'est la zone d'induction, notamment de la peur, et un grossissement d'une zone qui s'appelle l'hippocampe, qui est une zone du cerveau qui est directement impliquée dans l'équilibre émotionnel. Donc ça, c'est il y a tout un tas d'études aujourd'hui aux États-Unis, en France et ailleurs, notamment sur des moines bouddhistes, de personnes qui pratiquent la méditation, microméditation, etc., et qui montrent qu'il y a un vrai effet significatif à le faire. Et je vous parlais de nature, de méditation facile d'accès. Moi, je vous invite vraiment à faire des balades en forêt parce qu'il y a un effet avéré. Moi, je compare le pouvoir thérapeutique de la forêt, de notre contact avec la nature, à celui de John Coffey, qui est ce personnage dans La ligne verte de Tom Hanks, et qui est capable, chaque fois qu'on va le voir, de chasser le mal et de le transformer en quelque chose de positif. Donc la nature, c'est un vrai anxiolytique naturel. À son contact, il y a la tension artérielle qui baisse, on peut faire baisser des grosses colères, on peut se déstresser, on peut améliorer la qualité du sommeil, il y a même une production de cellules tueuses CK qui est observée, etc. Bref, il y a des phénomènes assez significatifs et intéressants. Donc essayons d'être un peu plus là-dessus. On a un anxiolytique naturel à disposition, il faut s'en servir. Le problème, c'est que dans une urbanisation qui est grandissante, on réduit de plus en plus ces espaces verts, et tout ça contribue à ce que j'appelle moi dans le bouquin le hum émotionnel négatif. C'est-à-dire un espèce de dérèglement
émotionnelle qui tourne plutôt vers le négatif, vers le trop plein de négativité dans notre société. Essayons d'évacuer tout ça, notamment en se reconnectant à la nature. Et alors, il y avait plein d'autres aspects. Alors, vous avez étudié aussi le loup de Wall Street et toute la contamination émotionnelle qu'il y a dans les entreprises. Donc ça, c'est génial. Mais aussi, je peux pas ne pas revenir dessus. Les femmes sont-elles plus empathiques que les hommes, oui ou non? Toutes les études aujourd'hui tendent à dire que oui. Donc il y a ce côté... C'est pas un conditionnement? Non, il y a bien sûr que vous allez avoir dans la population des hommes beaucoup plus empathiques que les femmes. Mais statistiquement parlant, de manière générale, aujourd'hui, effectivement, on remarque que... Mais à nouveau, c'est une vraie qualité parce qu'en fait, les femmes sont empathiques et empathiques beaucoup plus tôt aussi que les garçons. Donc il y a un vrai entraînement. On remarque qu'il y a par exemple beaucoup plus de pensées anxiogènes qui viennent comme ça mitrailler les femmes, notamment sur des aspects physiques, etc. Même si tout ça est en train de s'équilibrer avec les canons de beauté pour les hommes qui sont aussi de plus en plus imposés. Donc c'est un peu social. Il y a un côté social, effectivement. Il y a un côté aussi, j'allais dire, quasi génétique. Où vous avez aussi l'aspect de s'occuper, de materner, de protéger, d'être à l'écoute des besoins. C'est quand même une réalité. Même si aujourd'hui la balance se rééquilibre, il y a beaucoup plus de papas, enfin j'espère en être un, qui est à l'écoute, en écoute active de ses enfants, etc. Mais voilà, vous avez différents types de facteurs qui se mêlent et qui montrent que, et notamment dans le couple, la femme va être beaucoup plus à l'écoute des problèmes du mari que l'inverse. Là, il y a plein d'études qui viennent le montrer. Donc tout ça, en fait, si vous voulez, cette capacité d'imbibation très forte, pour moi, c'est un entraînement à la régulation émotionnelle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi, et maintenant je le précise, que les femmes, en règle générale, sont de meilleures régulatrices des émotions que les hommes. Donc, ce mythe-là de l'hypersensibilité que certains, des fois, interprètent comme de l'hystérie ou que sais-je, c'est n'importe quoi. Ça a été sociologiquement aussi, pour un moment, placer les femmes dans le placard, ne pas leur donner accès à des postes à responsabilité. On leur disait, oui, tu sais juste faire les besoins, t'occuper des besoins de l'enfant, mais là, les trucs un peu analytiques et tout, non. Aujourd'hui, le full package, il est du côté des femmes. C'est-à-dire que capacité d'imbibation, de capture de l'information émotionnelle et de régulation émotionnelle, vous êtes plus doués que nous. Et je vous aurais pas dit ça il y a quelques années. C'est qu'il y a des études extrêmement récentes là qui le montrent. Donc là, on voit des différences dans la population. Donc bravo à vous. Alors justement, est-ce qu'on peut conclure là-dessus, puisque l'intelligence émotionnelle va être de plus en plus demandée, et c'est le futur des entreprises, et que les femmes régulent et maîtrisent cette intelligence, est-ce qu'on peut espérer du coup que les femmes seront davantage à des postes clés demain grâce à cette reconnaissance? Alors là, il y a d'autres paramètres qui rentrent mais nous, on milite pour tout ça depuis des années. On montre des évidences neurologiques, on montre des résultats de recherche. Après, il y a un autre paramètre qui s'invite dans l'équation, c'est la politique. C'est le fait qu'aujourd'hui, effectivement, dans les conseils d'administration, la représentativité de la femme, elle n'est pas encore au niveau. Et donc, qui tient encore les rênes? Qui prend les grandes décisions? Qui prend les grandes décisions, notamment de recruter dans les plans de succession ses futurs successeurs? Ça reste encore majoritairement des hommes. Mais l'idée, c'est de casser ça. On est en train de préparer aussi un rapport là-dessus, en montrant tous les bienfaits à développer cette intelligence émotionnelle et à rééquilibrer ce que vous dites. En fin de cette année, on va lancer ce rapport-là qu'on va proposer à des politiques, notamment en France, pour que la donne, justement, soit un petit peu change, quoi. On suivra ça d'un œil très très attentif. Merci beaucoup. Merci Christophe Hague, donc la contagion émotionnelle chez Albin Michel. Merci. Merci.